Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi soir, beaucoup d'invités sur ce plateau. On parle de la famille toute la semaine dans la place de l'info. Je remercie Frédéric Meyer qui est avec nous, qui est donc historien de l'Université de Savoie. On va parler de l'importance de ces familles des pays de Savoie. Tous ces grands noms que vous connaissez, ont-ils vraiment une influence sur l'histoire de votre région? La réponse dans quelques instants. Merci Catherine Milon d'être avec nous. Vous venez de Simbo Conseil, vous avez une véritable expertise sur ces familles et l'accueil de ces familles dans nos offres touristiques. On va essayer de savoir si Savoie-Mont-Blanc est une terre qui est adaptée pour l'accueil de nos petits-enfants. Voilà. Et notre médecin chinois, praticien, Sébastien Hans, merci d'être avec nous, avec un conseil santé. Et vous allez nous faire manger du potimarron. Voilà, des citrouilles, du potiron. Il paraît que c'était Halloween. Oui. On va en profiter pour expliquer à quoi ça sert sur le plan de la Donc santé. on a joué avec en déco, maintenant on va manger. Voilà, maintenant on va le rendre utile. Merci beaucoup à Fanette de Bisson d'être avec nous, le journal dans 26 minutes. 2 titres développés. Le tout premier, donc visite de la région dans un très beau lycée, celui de Contamine-sur-Arve. Voilà, c'est un lycée agricole qui a une spécialité dont on parle peu souvent, celui des métiers du cheval. Il a bientôt 100 ans, ce lycée. Il vient de faire l'objet d'importants travaux de rénovation. C'est un investissement de la région. Donc il y avait une visite des élus ce matin, donc c'était l'occasion de faire le point. Vous habitez Rumilly, vous n'aimez pas les travaux, et bien tant pis pour vous, il va y avoir un bon chantier chez vous. Voilà, en plein centre. C'est l'ancien hôpital de Rumilly en fait, qui a été vidé de ses patients et de son personnel pour le nouvel hôpital il y a plus de 2 ans. Et donc le projet du futur centre-ville de Rumilly a été présenté hier soir. Merci beaucoup Fanette. Direction Courchevel avec des images de la Solire. C'était aujourd'hui à 2700 mètres d'altitude. Thierry, on voit qu'encore il fait beau, un temps magnifique en moyenne haute montagne. On voit un petit peu de neige en Combe Nord. C'est rien par rapport à ce qui nous attend. C'est rien par rapport à ce qui nous attend, oui, pour ce week-end. Alors, ça donne quoi cette neige? Hier, on a un peu affolé tout le monde. Il faut vite aller s'équiper en pneus neige. Cette neige, elle est là ou pas ce week-end? Oui, elle sera là. Non, il vaut mieux. Vous vous grattez la tête, c'est souvent pas bon signe, ça. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est vrai qu'aux premières chutes de neige, on a toujours tendance un peu à s'emballer. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, il y a la réalité des choses. Ça va changer très vite, donc le temps va changer très vite. Le froid va arriver très vite. Ça va bouleverser pas mal de choses. Donc les modèles se perdent un peu. Donc ce sont très différents à chaque run, comme on appelle ça. Et du coup, les derniers runs montrent effectivement de la neige, mais peut-être en moins grosse quantité que prévu au départ. Et plutôt vers 1500, 1700 Voilà. dans un Disons premier temps. qu'au-dessus de 1500 mètres d'altitude, on sera bien fourni. En dessous, il risque de neiger. Il neigera sûrement d'ailleurs, mais on n'attend pas de grosses quantités de neige. On fera un détail tout à l'heure. Merci beaucoup à vous tous. Et tout de suite, c'est la place de l'info. Voilà, à la place de l'info, on parle de la famille pendant toute la semaine. Ces familles de Savoie, ces noms, vous les connaissez, Sulpice et autres de Menton. Alors tout d'abord, j'aimerais, donc vous êtes universitaire, Monsieur Meyer, est-ce que ces familles avec une particule, un titre nobiliaire, ont une importance dans l'histoire des Savoies ou pas plus que ça? La Savoie est une terre de noblesse sans excès. Au XVIIIe siècle, il y a à peu près 700 familles nobles en Savoie. C'est beaucoup, pas beaucoup C'est par pas rapport énormément. au Dauphiné, par Ça exemple. représente des brouettes, 10% de la population. Donc par rapport à d'autres régions comme le Dauphiné, effectivement, ou la Provence, c'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et on trouve quelques très grands noms qui remontent parfois au XIIe, au XIIIe siècle. Ils sont très rares. Cela, c'est 5% de la noblesse. Alors, on va se retourner devant le mur digital de la place de l'info. Quelques photos que vous avez amenées. Alors, tout d'abord, on a un petit peu donc, une cartographie. Par exemple, d'Em en 1733. Là, on essaie de comprendre un petit peu qui étaient les gens qui habitaient là. C'est vrai qu'on parle très souvent de la pauvreté de ce territoire de Savoie, mais il y avait aussi des gens qui avaient des moyens et qui étaient donc clairement les ducs de Savoie. La famille ducale, bien sûr, possède des terres. Il y a une vieille noblesse de service, très ancienne. On repère des grandes familles, les Mentons qu'on peut citer, mais aussi... 1000 ans les Salles. d'histoire Voilà. au bord du lac d'Annecy. Antoine de Menton est donc le maire d'Annecy, enfin pas de Menton-Saint-Bernard, pardon, est toujours là depuis 1000 ans. Bien sûr. Mais des grandes familles comme les Salles, évidemment, que l'on connaît par François, mais aussi les Seyssel. Et ce sont ces familles qui possèdent encore, comme montrent les documents qui défilent, au XVIIIe siècle et encore à la veille de la Révolution, parfois des très grandes propriétés. Et souvent des propriétés de bonne qualité. Pas forcément très étendues, mais souvent de bonne qualité. Vous appelez quoi bonne qualité? Le duc de Savoie, au début du XVIIIe siècle, quand il fait faire le cadastre dont on
on parle, dont on voit les affiches derrière, considérait qu'il y avait 3 degrés de bonté de terre, selon qu'elle rapportait, évidemment, plus ou moins, c'était un but fiscal de faire ce document. Et donc, c'est des terres à vignes, c'est des terres à blé, beaucoup plus que les fameuses steppes ou les fameuses terres agricoles de montagne sans intérêt. Vous avez peut-être vu hier des racines et des ailes sur France 3, sur cette fameuse route des Grandes Alpes. Les Savoies étaient donc des endroits de passage. Lorsque les châteaux étaient à proximité de ces grands cols, forcément, ça donnait plus de poids aux personnes qui vivaient autour. Ça veut dire péage, ça veut dire Droit de pont, péage, ça veut bien dire sûr. effectivement il y a des personnes qui circulent, mais on voit sur la carte quand même que la majorité des foyers nobles, des familles nobles résident dans les villes. Vous voyez l'importance de Chambéry, vous voyez l'importance d'Annecy. Chambéry, c'est le Sénat, c'est la Cour de justice, et c'est le grand Sénat jusqu'au milieu du XIXe siècle, jusqu'à l'annexion en 1860. Je suis un petit peu étonné quand on a vu la carte auparavant de la faiblesse très relative du territoire du Faucigny, qui était pourtant très riche. On l'a vu quand même, la puissance était plutôt concentrée sur l'axe Chambéry-Annecy-Genève. Et la montagne, de manière générale, l'altitude est peu favorable à la grande noblesse. Les familles paysannes ont plus de poids et d'indépendance dans les régions de montagne. Il y a moins de noblesse et moins de droits seigneuriaux à payer aussi. Alors que reste-t-il de toutes ces familles ? Il reste une mémoire, il reste des noms, il reste des gens que l'on trouve dans les sociétés savantes, que l'on trouve dans le patrimoine local encore. Quand on connaît, comme moi depuis 20 ans, la Savoie, on en connaît un certain nombre. Il y a des grandes familles aussi des deux côtés de Piémont. Beaucoup ont des liens. Les Salles que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi une famille qui a des liens avec les Cavour, qui ont fait l'unité de l'Italie. Donc il y a là aussi un aspect transfrontalier qui est demeuré et qui reste fort chez ces gens. Il y a peut-être un absent dans cette carte-là, ce sont les bourgeois, assez peu présents. Quelques bourgeois, ce qu'on appelle bourgeoisie, c'est aussi divers que la noblesse. Ça peut être le notaire, le médecin, ça peut être le marchand. Ils sont surtout des propriétaires de périurbains. C'est ce qui les intéresse. Et alors, il y a une spécificité aussi de la Savoie ancienne, c'est l'importance de Genève, qui n'est plus la Savoie, qui est la grande rivale, mais qui possède beaucoup de terres dans le nord du duché. Et d'ailleurs, beaucoup de Suisses ont aussi des des résidences secondaires dans nos Absolument. pays de Savoie. Absolument. Merci beaucoup, vous restez avec nous, c'est peut-être à la transition avec vous, Catherine Milon. C'est vrai que beaucoup de personnes ont la chance d'avoir une résidence secondaire chez nous, dans les pays de Savoie, en Savoie-Mont-Blanc. Les stations s'intéressent bien sûr au marché suisse, mais on a une très grande concurrence avec un autre pays qui s'appelle l'Autriche, qui semble-t-il, en tout cas plusieurs études l'ont montré, accueille mieux les familles que nous. C'est vrai ou pas ? Je dirais que oui, c'est vrai, parce que je pense qu'elles sont très centrées sur le client. Ils sont très à l'écoute et ils ont une façon de travailler qui est beaucoup plus collégiale, où on va vraiment avoir autour de la table en fait tous les grands partenaires de la station et qui vont analyser effectivement les attentes des clients. Catherine, on voit actuellement quelques images, l'agence que vous préconisez, donc, qui s'appelle les Simbo Conseil. On voit que les familles veulent vivre une expérience en tribu avec les parents. On sait qu'il y a des labels, il y a des stations qui ont le fameux label Famille Plus qui permet d'être à peu près certain qu'il y a de quoi animer et aussi comment la station est faite. Poussette, pas poussette, est-ce que c'est un centre piétonnier ou est-ce qu'il y a des routes partout? Tout compte dans le cadre de ce label. Mais est-ce qu'aujourd'hui les opérateurs touristiques ont vraiment envie de se donner les moyens d'accueillir les familles correctement? Souvent, il y a une frilosité parce que pour elles, accueillir des familles, ça veut dire que ça va faire fuir d'autres clients. Donc, il y a une très grande angoisse à affirmer haut et fort qu'on est station familiale. Donc, pour certaines, le label est important parce que c'est une carte de visite. Mais en attendant d'être jusqu'au boutiste sur les attentes des familles, souvent, ça va se résumer à des équipements. Et la limite, c'est qu'il va y avoir un manque de cohérence entre des équipements qui pourraient se répondre les uns aux autres. Donc, alors, si on regarde différents pays qui s'intéressent à nos Alpes, on peut regarder bien sûr Israël. 50% des personnes qui quittent Israël vont au Club Med, tout simplement parce que l'offre au Club Med est assez pratique pour les enfants. Vous comprenez, ça c'est une mainmise incroyable de ce tour opérateur. Alors moi, j'ai travaillé longtemps au Club Med, donc au service qualité notamment. Et c'est vrai qu'il y a une façon d'accueillir les familles qui est inclusive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir à la fois sur un même lieu, donc l'unité de lieu, elle est importante déjà, puisqu'on va pouvoir avoir dans un même club 3-4 générations qui vont partager leurs vacances et se retrouver pour des moments de convivialité qui vont être les spectacles, etc. Et puis, on a les clubs enfants, on peut ou pas mettre ses enfants au club. Pour les ados,
qui est toujours pas Les facile. clubs Les ados. ados qui viennent souvent avec les grands-parents au mois de février. Deux autres questions peut-être importantes. On regarde aujourd'hui beaucoup le marché nordique. On regarde plusieurs pays comme le Danemark, comme par exemple les Pays-Bas, où les habitants de ces pays ont beaucoup de structures sociales pour les enfants. À Stockholm ou à Copenhague, lorsque vous habitez là-bas, vous avez la chance d'avoir un accompagnement tout au long de la vie. J'imagine que quand ils partent en vacances, ils veulent retrouver la même chose que chez eux, les mêmes services que chez eux. Alors pas forcément dans le sens où nous, on a l'habitude que nos enfants soient pris en charge très jeunes. Ils vont aller de la crèche à l'école maternelle, à l'école primaire. Pour les pays nordiques, que ce soit les Allemands, les Danois ou les Néerlandais, il n'y a pas forcément toutes ces structures. On va rester plus à la maison par les congés parentaux, enfin des pères ou des mères. Et de ce fait, quand on va à la montagne, on ne va pas forcément avoir le réflexe de les inscrire à la garderie parce qu'on est désemparé par les repas, parce qu'on mange froid, etc. Donc ça ne correspond pas. Donc quand ils viennent en France au ski, justement, ils vont plutôt privilégier des vacances tous ensemble. Et ma toute dernière question, vous êtes un opérateur touristique, vous êtes hôtelier, restaurateur, vous avez un club de vacances tout simple. Aujourd'hui, quel serait le point le plus important à ne pas rater si on veut accueillir des enfants et donc une famille? L'adaptation à la clientèle, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vraiment la relation. On voit bien que chaque famille va avoir des attentes particulières et avoir cette sensibilité pour comprendre ce que la famille est venue chercher. C'est pas être sur essayer de cloisonner les choses ou d'avoir une pensée ou une réponse unique, mais vraiment de cerner ce pourquoi la famille est venue en vacances. Catherine Milon, merci beaucoup. Vous travaillez pour Simbo Conseil et vous faites donc de l'ingénierie touristique pour les tours opérateurs, pour les structures parapubliques ou publiques qui s'intéressent aux familles. Merci beaucoup à vous d'être venu, Frédéric Meyer. On a compris l'importance de ces familles. Et effectivement, c'est quelques bourgeois qui peut-être feront l'histoire des pays de Savoie demain. Il y a moins de nobles, mais beaucoup plus de bourgeois sur le territoire aujourd'hui. Autrefois, le rêve, c'était de devenir noble. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être plus trop plus ça. l'actualité. Merci à vous tous. Tout de suite, une page de pub. On va faire un point très complet sur la météo avec Thierry Polm. Et nous recevons notre médecin en pratique chinoise, Sébastien Hans. Bienvenue dans la place de l'info. Dans moins de 15 minutes, le journal complet de la rédaction. Demain, dans la place de l'info, nous parlerons des familles. Pendant toute la semaine, c'est notre thématique avec quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est Marie-Christine Marin. Voilà, les Bourgetins connaissent bien cet endroit magnifique, l'auberge Lamartine. C'est toute une famille, bien sûr, qui est à la tête de ce restaurant. Marie-Christine et Pierre Marin seront avec nous demain sur ce plateau, la place de l'info, ce vendredi. Thierry, alors, cette neige, on va voir les cartes déjà pour demain. Ce n'est pas encore la neige demain. Non, pas demain. C'est bien. Demain, ça commence à se gâter lentement tout au long de la journée. On va avoir des nuages qui vont commencer à arriver. Ça remonte un peu les températures. Oui, on a temporairement une belle remontée de la température, jusqu'à 16-17 degrés en région de plaine. Il fera doux également à 1000 mètres d'altitude, notamment sur Chamonix, avec là aussi 15 degrés. Par contre, nettement plus frais le matin. Et ce sera un peu moins couvert cette nuit. Donc 3 degrés sur la région annécienne, par exemple au lever du jour. Ça, c'est le début. Alors, nous sommes en ce jeudi soir, c'est pas facile, on voit bien les modèles de prévision n'arrêtent pas de changer. Il n'y a pas de neige vendredi, il n'y a pas de neige samedi, ça va commencer en haute montagne samedi, c'est ça? Ah oui, moyenne montagne. Voilà, alors perturbation active samedi avec beaucoup de pluie en plaine, limite pluie neige assez haut. Dans la journée, entre 2002 et 2500 mètres, ça va dépendre. Ça n'intéresse personne, à part tout en haut. C'est très haut. Et là, où vraiment, la limite pluie neige va s'abaisser, c'est en soirée de samedi, où là, on va avoir le froid qui va s'engouffrer. Donc, du coup, elle va s'abaisser très rapidement, vers 1500 mètres d'altitude. Mais on sera encore dans le corps actif de la perturbation, donc il devrait pas mal neiger au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Cette limite pluie neige va continuer à s'abaisser dans la nuit de samedi à dimanche jusqu'aux alentours de 1000 mètres d'altitude, mais en fin de perturbation. Donc les précipitations seront moins nombreuses, donc il neigera moins. Et puis dimanche, on n'aura que quelques averses de ci, de là, et une limite pluie neige qui va s'abaisser vers 800 mètres d'altitude en fin de journée. Mais voilà, ce sera vraiment des averses pas très importantes. Ok. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, en équipement station, évidemment, vous pouvez prévoir, mais jusqu'à 1500 mètres d'altitude, il n'y a pas de problématique urgente là. Non, pour l'instant, non, Okay. il n'y en a pas. On refera un point en ce vendredi. Merci beaucoup Thierry. Vu d'ici, on découvre le programme présenté et animé par Pauline Courceau, direction la Maurienne, Saint-Pierre-de-Curtille.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Vue d'ici. On se trouve à Saint-Pierre-de-Curtilles en Savoie, au bord du lac du Bourget. C'est aujourd'hui le village qu'on va vous faire découvrir. 473 habitants et une histoire très riche, vous allez le voir, à commencer par son abbaye, l'abbaye d'Hautecombe où on se trouve actuellement. L'édifice a été créé au XIIIe siècle par des moines. Il est aujourd'hui toujours habité, ça on va vous le faire découvrir. On ira ensuite au cœur du village de Saint-Pierre-de-Curtilles pour aller voir son église et puis le château de Pombose. Là aussi, il est toujours habité, vous allez le voir, il y a pas mal de petites histoires à raconter. Bref, un programme très chargé pour ce numéro de Vue d'ici. Sans plus tarder, on vous emmène, c'est parti. Et oui, évidemment, Saint-Pierre-de-Curtilles, c'est au bord du lac du Bourget, non pas en Maurienne. Bonjour Sébastien, notre expert en médecine chinoise. Alors c'est vrai, hein, l'automne avance, hein, on le voit bien, les températures vont encore descendre. Hein, Thierry Pomme nous l'a expliqué tout à l'heure. Alors tout d'abord, c'est vrai que cette période avance un petit peu. Ça correspond à quoi en médecine chinoise? Alors, comme je l'avais expliqué lors de la dernière émission, le mois dernier, l'automne, c'est la saison des poumons. En médecine chinoise, on a subdivisé les saisons en fonction du calendrier lunaire, beaucoup. L'automne va se terminer là, très prochainement, autour du 7 novembre. Du point de vue de la médecine chinoise, voilà, on va rentrer dans une saison intermédiaire entre l'automne et l'hiver, qui va faire du 7 novembre à peu près jusqu'au 22 novembre, où le 22 novembre, on rentrera dans une saison qui s'appelle les petites neiges. Ça correspond exactement à ce qu'a prévu d'ailleurs Thierry Pomme. Exactement, une saison où là, on passera des poumons à l'énergie des reins. Et dans l'émission de décembre, je pourrais vous expliquer un petit peu comment entretenir l'énergie de vos reins en hiver. C'est très bien hein, ce que vous expliquez, parce que ça correspond bien à la saison. Et d'ailleurs, à manger la saison, ce sont ces potirons et potimarrons. En quoi sont-ils intéressants pour notre santé? Alors déjà, avant de parler des potirons et potimarrons, on peut parler de la notion d'énergie, si vous voulez, puisque justement, elles vont servir à renforcer l'énergie. Et comme on l'a vu sur l'image juste avant, dans la médecine traditionnelle chinoise, depuis des milliers d'années, il y a ce fameux concept de qi, ce qu'on appelle le qi. La recherche de l'énergie. C'est l'énergie, c'est la première médecine énergétique. Alors, sur le petit schéma que l'on voit juste derrière vous, eh bien, je vais pouvoir vous expliquer. Alors, ce symbole, c'est le qi, c'est l'énergie. On peut traduire aussi par souffle. Alors, vous voyez cette petite croix avec les petits points à l'intérieur, c'est du riz, en fait, c'est une botte de riz, c'est du riz. Le petit trait qui est tout autour, c'est une casserole. Les deux petits traits juste au-dessus, c'est la vapeur de la casserole qui sort de la cuisson du riz. Et le petit trait tout en haut, en travers, c'est le couvercle de la casserole qui est soulevé par la vapeur. Et en fait, le qi, l'énergie, c'est cette fameuse vapeur qui va soulever le couvercle de la casserole. En médecine chinoise, dans notre corps, on apprend à réguler, à harmoniser cette énergie. L'énergie, c'est ce qui va faire fonctionner la matière. C'est comme votre téléphone portable, par exemple. Il a besoin d'énergie. Vous le branchez pour qu'il fonctionne. Pour être au top de l'énergie, ça passe aussi par l'alimentation. Exactement. Et donc, on a vu ces citrouilles et potimarrons qui sont vraiment... là, c'est la pleine période. Hein. Donc, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est ça ou les pépins? Alors, tout est intéressant. Que ton aliment soit ton premier médicament, disait aussi la médecine chinoise, tout comme Hippocrate. Et c'est vrai que... Alors, savez-vous, Alexis, d'où viennent les potirons, les courges? Pas du tout. L'origine, c'est l'Amérique. Ça vient d'Amérique. Alors, particulièrement au Mexique, il y a déjà 7000 ans, ils cultivaient déjà les potirons. Ça remonte à peu près à 12 000 ans, la culture des potirons en Amérique. Et alors, par exemple, la courge musquée chinoise, elle est d'origine originaire d'Amérique centrale. Et pourquoi ça vous intéresse? Le potiron que l'on trouve chez nous, d'origine d'Amérique du Sud. Alors, c'était très intéressant parce que ça va aider à renforcer notre énergie. J'ai une petite anecdote, si vous voulez, rapidement, une légende chinoise. C'était il y a très très longtemps, dans la Chine du Sud. Il y a eu un ouragan, il y a eu un gros déluge qui a tout dévasté. Et il y a eu simplement un homme et une femme qui ont survécu en se protégeant, selon la légende, à l'intérieur d'une courge, symbole de la matrice, comme le ventre de la maman. Donc, symbole de la matrice, la terre nutritive, la terre généreuse qui va nourrir. Et de ce couple
naquit le peuple chinois, qui aujourd'hui, dont on sait qu'il est extrêmement nombreux. Donc tout ça pour dire que la courge sert en médecine chinoise à augmenter notre niveau d'énergie, le qi qu'on a vu pour juste l'hiver. avant, voilà, et surtout l'énergie du système digestif, de la rate estomac, pour produire du sang, pour nourrir nos muscles, fortifier nos organes. Cet aliment en hiver est un aliment extrêmement utile pour renforcer notre énergie. On peut l'utiliser aussi pour traiter les poumons quand par exemple on a une infection pulmonaire. Oui. Les premiers rhumes, ça arrive. Il y a les gastro, maintenant c'est les rhumes qui attaquent. Même pire que ça, dans les bronchites, dans les pneumonies, les abcès du poumon, les infections pulmonaires avec beaucoup de mucosité purulente, à ce moment-là, on peut utiliser également la courge à des fins thérapeutiques. Et vous avez un conseil santé comme chaque fois que l'on peut retrouver donc sur votre chaîne YouTube? Oui, tout à fait. Il y a toujours beaucoup de conseils santé. Si vous tapez sur YouTube médecine chinoise conseil santé, par exemple, le conseil santé à partir de la courge, qui peut servir aussi à traiter le ténia, vous savez, le fameux ver solitaire, peut-être extrêmement dangereux. Eh bien, la chair de courge peut traiter le ténia, ou même les pépins de courge sont encore plus puissants pour tuer le ver solitaire. Donc c'est très simple, il suffit... Alors, une astuce, tout simplement, voilà. le petit pépin de courge, souvent ça existe salé, c'est bon à l'apéro plutôt que ce gavet de cacahuètes? Absolument, on peut en croquer comme ça à l'apéro. C'est la période de manger ça? Alors oui, puisqu'on trouve actuellement les courges bien mûres, et donc pour traiter ce ténia, il suffit simplement de s'en faire des décoctions. Alors vous prenez 120 à 240 grammes de pépins de courge que vous faites bouillir 30 minutes dans de l'eau, tout simplement. Et cette décoction, on la boit 3 fois par jour pendant 2 ou 3 jours. Et ça permet de tuer, d'éliminer le ténia, mais aussi toutes les infections au niveau des intestins. Ben, c'est très clair. Merci beaucoup. On vous retrouve également chez nos confrères de Séquence FM. Vous intervenez régulièrement. Donc bonjour à eux. Merci beaucoup à vous, Sébastien. On se retrouve dans un mois dans les petites neiges, que les Chinois connaissent très bien. Tout de suite, on va voir si Thierry Pomme nous confirme les petites neiges. C'est la météo et le journal.